Comment je le décrirais, Martin? C'est compliqué, hein, parce qu'il a quand même pas mal évolué depuis Glacé, depuis le premier livre. Euh, il y a une formule, j'essaie de m'en souvenir, par un journaliste du Parisien, je crois, que je trouvais très bonne. Il l'a qualifié de anti-héros technophobe. Je trouve que c'est assez bien résumé quand même. C'est un bon résumé du personnage. Enfin, ça dit une bonne partie de ce qu'il est, pas tout évidemment. C'est quand même aussi. Moi, j'ai essayé de faire un personnage à taille humaine. Ce que je voulais, c'était pas tomber au départ dans le cliché, même s'il y en a qui le font formidablement bien, le cliché du flic alcoolique, flingueur, borderline, etc. Il y en a plein dans la littérature noire, et il y en a qui sont formidables. Je pense par exemple au Harry Hole de Jonesbo et au Harry Bosch de Conley, qui sont comme ça, hein. Enfin, Harry Hole, c'est pas que l'alcool, hein. Il y a d'autres substances aussi. Et, mais je voulais pas tomber là-dedans. Moi, je voulais au contraire que ça soit un personnage à taille humaine, quelqu'un qu'on peut avoir le sentiment qu'on pourrait le croiser au coin de la rue, qui pourrait faire partie de la famille, que ça pourrait être un cousin ou un beau-frère, ou voilà, quelqu'un qu'on se dit, oui, je pourrais le connaître finalement. Et c'était un peu le cas, je dois avouer, parce que moi j'ai quand même été sous l'influence dans mes lectures, quand j'ai commencé à lire du polar très tardivement, du Wallander de Mankell, qui est comme ça aussi, qui est quelqu'un de très humain. Et donc je voulais ça, je voulais un policier qui soit réel. Enfin, et en même temps, il n'est pas tout à fait, parce que c'est aussi quelqu'un qui est assez élitiste d'une certaine façon. Il écoute de la musique de Malheur. Ça c'est exactement l'inverse. Je veux dire, les gens qui écoutent de la musique de Malheur à plein de temps, j'en connais assez peu quand même. Et moi-même, j'écoute plein d'autres choses. Donc il y avait ce mélange. C'est quelqu'un à la fois très érudit, presque un peu philosophe. Il pense plus comme un philosophe que comme un flic finalement. Il appréhende la vie d'une manière un peu décalée par rapport à ses collègues policiers. Et je me suis renseigné, il n'y a aucun Martin Servaz dans la police de Toulouse, hein, je peux vous l'assurer. J'en connais quelques-uns, je n'en ai pas encore trouvé. Il y a des gens formidables, mais il n'y a pas de Martin Servaz. Et voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Et puis, entre Glacé, où vraiment il s'est défini petit à petit à mesure que j'écrivais le livre, au début c'est vraiment une silhouette qui sortait de la brume, j'avais besoin d'un flic toulousain parce que ça se passait dans les Pyrénées. Et petit à petit, il a pris cher, je lui ai ajouté des qualités, des défauts, des attributs. Et quand j'avais, à la fin du livre, effectivement, j'avais un personnage en chair et en os, un personnage qui vivait, parce que c'est ça pour moi qui est important. C'est pas une silhouette, c'est pas un faire-valoir de l'intrigue, c'est pas quelqu'un qui est là juste pour la servir, c'est pas non plus, j'espère, un stéréotype ou une caricature. Je voulais quelqu'un qui vivait, qui soit vivant. Et je me rappelle que Stephen King dit, quand on lui demande un roman c'est quoi, il dit c'est A, des descriptions pour donner une réalité physique à l'histoire, 2, des dialogues qui nous permettent de connaître les personnages, et 3, je ne sais plus ce qu'il dit, et quand on lui dit et l'intrigue, alors vous la mettez où? Et il répond nulle part. Et au fond, moi je suis obligé d'avoir l'intrigue parce que j'écris des romans policiers, et puis sinon les lecteurs ne me liraient pas. Et puis j'aime bien les mener par le bout du nez, les entraîner, leur proposer des forces pistes, leur donner à penser qu'ils connaissent la vérité, et puis d'un coup, elles se dérobent sous leurs pieds. Mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est tout ce que ça me permet de dire sur la société contemporaine et surtout les personnages. Pour moi, le centre d'un roman, ce sont les personnages. Il faut que ces personnages soient aussi bien les personnages centraux que secondaires. Il faut qu'ils vivent. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et surtout, il faut faire la guerre aux clichés, quoi, aux stéréotypes. Pour moi, c'est la première mission du romancier. Comme disait Milan Kundera, un roman, l'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Un roman dit d'abord au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Voilà, c'est ça pour moi, l'esprit du roman. Bah oui, il a pris 10 ans, hein. Moi, j'ai pris 10 ans, Martin a pris 10 ans, tous les personnages ont pris 10 ans, vous également. Donc, forcément, il est. Alors, cela dit, Charles Berling aussi a pris 10 ans, parce qu'il était déjà plus vieux que les personnages à l'époque. Et comme il vieillit bien, oui, c'est possible. Moi, j'étais très content du casting. Même Pascal Grégory, qui est un formidable acteur de théâtre et de cinéma. Et moi, je trouve que c'était. Et ils ont fait d'énormes efforts quand ils ont tourné la série. Ils ont vraiment tourné pendant 3 semaines à 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Ils ont fait des. Sauf qu'ils n'ont pas eu de chance, il n'y avait pas de neige cette année-là. L'année d'avant, il y en avait plein. L'année d'avant, j'étais à Luchon avec des journalistes allemands. On avait 1 mètre de neige dans les rues de Luchon. Et l'année où ils ont tourné, à 2000 mètres, il n'y avait même pas ça. Donc c'était très compliqué. Et ils ont fait des efforts, la réalisation, le casting et tout. J'ai plus de réserves sur le scénario. En fait, moi, les réserves que j'ai, elles sont plutôt sur le scénario. Parce qu'il y a eu deux équipes de scénaristes. Au départ, c'était Pascal Chaumet
qui a fait une formidable série franco-anglaise qui se passe à Londres avec deux Français qui, j'ai oublié le titre, qui nettoient c'est sur Canal, qui sont nettoyeurs de cadavres au fond, de scènes de crime, et qui a aussi tourné L'Arnaqueur. C'était lui qui devait le faire. Il avait écrit lui-même le scénario avec deux scénaristes qui sont Gérard Carré et Caroline Van Ruynbeck. Et puis, malheureusement, il est décédé entre-temps. Et donc, un autre réalisateur est arrivé et il a voulu imposer ses propres scénaristes. Mais je trouve que la deuxième équipe a moins respecté le livre, sans doute parce qu'elle voulait mettre sa patte et que le premier scénario que j'avais lu était très fidèle au livre. Et je trouve qu'il y a vraiment des faiblesses dans le scénario. Il y a des choses qui, déjà, c'est assez lent, c'est assez peu rythmé. Et puis, alors, la fin dans Glacé, c'est un feu d'artifice. Il y a le château de la Belle au Bois dormant, qui, en plus, prend feu. Enfin, il y a l'Institut Vernier qui prend feu, je veux dire. Il y a une poursuite en motoneige dans un cirque glaciaire qui ressemble au cirque de Gavarnie. Il y a une avalanche. Enfin, il y a plein de choses. C'est vraiment le feu d'artifice final, le bouquet final. Et alors, dans la série, il n'y a rien, quoi. Le gars, il part avec son pistolet en plastique à pied dans la neige. Donc, voilà. Mais sinon, les acteurs, moi, je trouve que Berling, oui, est un formidable acteur. Je trouve qu'il collait assez bien au personnage de Martin. Après, moi, quand j'ai écrit le roman, j'avais plein d'idées en tête. Quand j'ai commencé à écrire Glacé, c'était Julien Boisselier. À l'époque, il y avait un téléfilm en deux parties noir qui était sorti sur je ne sais plus quelle chaîne, et je trouvais qu'il était formidable de retenue, il s'effaçait complètement, et en même temps, il avait une présence. Et donc, au départ, c'était lui, le physique de Servaz. Puis, après, j'ai vu une extraordinaire série qui s'appelle Les Oubliés, de Herpou et Admar sur France 3, avec un gendarme interprété par Jacques Gamblin. Remarquable série. Et je me suis dit, tiens, voilà, Gamblin, c'est Servaz, quoi. Donc, en fait, puis aujourd'hui, je ne sais plus du tout à quoi il ressemble, mais ce n'est pas très important. Chaque lecteur se fera son idée. Alors, au fil de ces romans, dans la fin des personnages principaux, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que justement, c'est l'évolution personnelle de Martin qui vous amène à l'intrigue, ou bien c'est vous avez une idée particulière de l'intrigue et vous allez façonner Martin pour que ça colle et qu'on reste dans la suite sur les scénarios. Alors, j'ai fonctionné de manière différente dans chaque livre ou presque. Je n'ai pas de méthode. J'en parle souvent avec mes confrères, avec Franck Tillier, avec Michel Bussy, avec d'autres, et j'ai pas de méthode. Avec Glacé, je savais le début, je savais la fin, j'avais quelques points de repère, et après j'ai navigué un peu à vue en fonction effectivement des personnages, parce que les personnages, on ne peut pas leur faire n'importe quoi. Si vos personnages sont suffisamment, là encore, je dis vivants, réels, construits, s'ils existent par eux-mêmes, vous vous rendez compte qu'il y a certaines scènes qui ne fonctionnent pas, parce que le personnage, faut pas demander à Servaz tout d'un coup d'escalader une montagne, de sauter en parachute ou voilà, enfin pour caricaturer évidemment. Et c'est un peu plus subtil que ça. Mais j'ai toujours ce principe en tête que les personnages avant tout. Néanmoins, j'ai une intrigue. Oui, par exemple pour la vallée, je voulais raconter. Enfin, c'est pas une intrigue d'ailleurs au départ, c'est plutôt un décor, une atmosphère et un propos. Et dans la vallée, par exemple, je voulais enfermer une population, la confiner. C'est quand même étrange parce que j'ai terminé l'écriture des livres au mois de janvier quand même. Donc je voulais confiner une population. Alors je ne disais pas confiner à l'époque, je disais enfermer. Voilà, le terme est venu plus tard. Et, et faire comme une marmite, laisser bouillir, mettre le couvercle par-dessus. Et évidemment, avec un assassin en son sein, cette population est coupée du monde, elle est livrée à elle-même. Et voir ce qui se passait, comment les personnages interagissaient, comment la population réagissait avec des personnages un peu symboliques comme la mairesse, etc., le gendarme, et puis Servaz au milieu, et les moines. Et c'était ça l'idée. Et l'intrigue s'est construite à partir de ce décor, l'abbaye, la petite ville d'Aiguevive, la vallée coupée du monde, et l'intrigue s'est construite à partir de ça. Et, et les personnages, évidemment, je les ai. Là, pour le coup, les personnages, chacun est quand même un symbole de la société française aujourd'hui. La mairesse, ce sont les élus, enfin les élus au contact de la population, le premier échelon, ceux qui sont mettent vraiment les mains dans le cambouis. L'abbé, c'est le spirituel, c'est la dimension morale et spirituelle, le bien contre le mal, la question du mal, évidemment, qui est très présente dans le livre.
Voilà, l'ordre et l'autorité, c'est à la fois les gendarmes et puis c'est à la fois Irène Ziegler et Servaz, puisque Irène Ziegler revient dans celui-ci. Donc c'est quand même des personnages qui sont un peu comme sur un jeu d'échecs où chaque pièce a son rôle à jouer. Là aussi, on a des personnages qui sont quand même très très symboliques, très archétypaux, mais en même temps qu'il faut faire exister par eux-mêmes en dehors de leur fonction. Donc l'intrigue, elle s'est construite comme ça un peu. Voilà, j'ai relié tout ça. C'est très compliqué, hein. Quand je mets en place mes histoires, il y en a partout dans la maison, des feuilles, des documents, des tableaux avec des flèches, avec des. Et comme moi, je suis pas du tout geek, je suis sûr qu'il y a des logiciels qui font ça très bien, mais moi, j'en suis encore avec mes tableaux et mes feutres, hein. Mais bon, voilà, je construis ça comme ça. Donc tout ça vient en même temps. C'est un puzzle et les pièces s'emboîtent, l'intrigue, les personnages. Mais contrairement à Glacé, où je me suis lancé dans l'écriture sans être totalement savoir où j'allais, aujourd'hui, quand je commence à écrire, je sais exactement ce qui va se passer dans chaque scène, ou presque. Et c'est évidemment, ça me fait gagner beaucoup de temps. Après, il ne faut pas que ça non plus que ça bride de l'inspiration, il ne faut pas que ça empêche la spontanéité. Moi, j'adore, tous les matins quand je me lève et que je me mets devant mon ordinateur, j'adore me surprendre. J'adore inventer des choses nouvelles qui n'étaient pas prévues, parce que sinon, au bout d'un moment, on s'emmerde. Donc voilà. Et ça vaut aussi bien pour une petite chose dans un paragraphe, voire même une phrase, que pour des choses plus importantes. Mm. C'est vrai que Julian Earman est pas présent dans le dernier, ou enfin très peu, hein, il est pas. Bah, le lien entre Earman et Servaz, c'est son meilleur ennemi, au fond, c'est Moriarty et Sherlock, Clarice Starling, Hannibal Lecter, voilà, c'est ce lien-là, c'est-à-dire que c'est un peu le miroir, l'un est le miroir de l'autre. Alors, un est un miroir plus lumineux et l'autre plus obscur. Je pense que Ehrman a appris beaucoup de choses à Servaz sur lui-même. Je pense que Servaz a appris beaucoup de choses de lui-même à travers sa relation avec Ehrman, justement, parce que et au fond, c'est ce qui nous arrive à tous. Euh, Quand on voit un fait divers, quand on voit quelque chose d'horrible qui se passe, je vois cet attentat, là, enfin, qui est un demi-attentat, mais enfin, il y a quand même des blessés graves. On se questionne nous-mêmes sur quelle réaction on aurait eu, comment on aurait agi, qu'est-ce qu'on aurait fait face à ça, etc. Et ce qui m'intéressait avec La Vallée, parce que, comme mes lecteurs le savent, Julian Ehrman, c'est un tueur en série, hein. Enfin, c'est le prototype du serial killer. Évidemment, celui-là est très intelligent, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. Euh, ce qui m'intéressait dans la vallée, plus que le mal absolu que peut représenter un Earthman, encore que avec des réserves, parce qu'il a aussi sa part d'humanité. On l'a vu dans Nuit, avec son rapport à Gustave, par exemple, à cet enfant auquel il tient énormément et qu'il confie à Servaz. Cette espèce de don qu'il lui fait, ça, c'est quand même une relation très forte entre les deux. C'est quasiment, ils sont co-pères de cet enfant. Il partage la paternité. Donc ça, c'est quand même très très fort entre ces deux-là, entre un tueur en série et un flic. Mais en dehors du fait que Hirtman, c'était peut-être le mal absolu, ou en tout cas, moi, ce qui m'intéressait dans La Vallée, c'était plutôt ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. C'est-à-dire le mal sournois, le mal diffus, le mal déguisé en bien, le mal qui pense faire le bien. Et comme on sait, l'enfer est pavé des meilleures intentions. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de. Des fois, on pense faire le bien et on fait le mal. Des fois, on se trompe. Le mal, il est déguisé, il se présente sous des masques. Et c'était ça qui m'intéressait davantage dans La Vallée. C'est peut-être pour ça que Kierman n'est pas présent, parce il n'incarne pas cette chose-là. Mais bon, il reste là, évidemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra, hein. En revanche, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas l'auteur de Game of Thrones, George R. Martin, qui a tout prévu à l'avance. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans le prochain. Enfin, si, maintenant je le sais, puisque je suis en train de l'écrire. Mais il n'y a pas de plan de carrière pour Irma et Serval. Ça viendra comme ça viendra. D'ailleurs, ça me fait sourire, parce que je pense à une lectrice qui m'a écrit il y a quelques temps, au mois de juillet, je crois, en me disant: c'est formidable La Vallée, j'ai adoré, c'est extraordinaire ce final, quel point d'orgue pour la carrière de Servaz, c'est merveilleux qu'il se retire sur cette histoire, c'était le point final parfait. Et j'ai pas osé lui dire: mais enfin, c'est pas du tout le point final, je suis déjà en train d'écrire un autre. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir. Alors des fois, il y a d'énormes coïncidences qui se passent, puisqu'on parle de sœurs, mais
Par exemple, les deux gamines, elles s'appellent Ambre et Alice, hein, c'est ça. Et quand j'ai écrit ce roman, je venais de m'installer dans cette merveilleuse maison où je suis aujourd'hui, dans les Yvelines. Et j'ai donc écrit Sœur. Sœur était mon premier roman écrit dans cette maison. Et je ne connaissais pas encore très, très bien mes voisins. Maintenant, ce sont des amis, je les connais mieux. Sauf que mes voisins ont deux filles qui ont un peu plus d'une vingtaine d'années. Et il y en a une qui s'appelle Ambre. Et donc, ils ont quand même dû se poser des questions. Alors, ils ont lu Sœur, évidemment, parce qu'ils sont fans, ils lisent mes livres. Et ils ont quand même dû se poser des questions pourquoi j'avais choisi le prénom de leur fille pour un personnage pareil, quoi. Donc, il a fallu que je leur explique que c'était un hasard. C'est quand même très, très étrange. Donc, voilà, c'est une anecdote. Merci. Avez-vous des projets d'adaptation pour une suite de Glacé par rapport à un des opus de la série? Alors, c'est très compliqué. Pour l'univers Servaz, parce que comme vous savez, j'ai écrit deux livres, M, le bord d'abîme et Une putain d'histoire où il n'y a pas le personnage. Pour tout ce qui est l'univers Servaz, jusqu'à une date récente, c'était Gaumont qui avait les droits d'adaptation. À la suite de Glacé, pour des raisons que j'ignore, parce que Glacé avait quand même très très bien marché sur M6 quand il est passé, hein, ça a eu beaucoup de succès. Pour une raison que j'ignore, ils n'ont pas donné suite. Les droits donc sont revenus et on est aujourd'hui en négociation avec plusieurs maisons de production qui sont intéressées. Mais donc, ça va prendre beaucoup de temps entre la signature, la cession des droits, le fait que monte un projet, ça va quand même être assez long. Moi, en revanche, je suis en train d'adapter pour la télé française. Ça va être peut-être un petit peu plus rapide. On en est aux négociations avec la chaîne déjà, donc ça, c'est beaucoup plus avancé. Les producteurs sont déjà là. Je suis en train d'adapter Une putain d'histoire pour la télé française. Voilà. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui ont contacté la maison d'édition pour adapter M. Alors M, c'est quand même un gros projet, hein, parce que Hong Kong, c'est pas évident de le remplacer par autre chose. Voilà, on en est là. Pour ce qui est de l'univers Servaz, pour l'instant, c'est un peu au point mort, mais il y a des producteurs qui sont vraiment intéressés de reprendre le. Il fallait attendre que Gaumont soit en fasse quelque chose, ça n'en fasse rien, et là c'est fait. Depuis le mois de juin, les droits sont de nouveau disponibles. Enfin, ils vont pas l'être longtemps parce que je sais qu'il y a des négociations en cours. Alors, je tiens à dire pour les gens qui voulaient me voir à Gujan que j'en suis désolé, évidemment, et que je n'ai pas annulé uniquement Gujan, j'ai annulé tous mes festivals et mes salons jusqu'en 2021. Donc, je devais faire Brive, je devais faire Cognac, je devais faire Toulouse Polaire du Sud, je devais faire Asnières, on a tout annulé. Au minimum jusqu'en décembre et sans doute jusqu'en 2021, compte tenu de la situation actuelle et de ma situation personnelle aussi. Et c'est évidemment dommage, mais mais voilà, je voulais pas aller à droite, à gauche par les temps qui courent. Je peux faire, enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais voilà. J'en suis désolé pour mes lecteurs, mais bien entendu, il y aura d'autres festivals, d'autres salons, d'autres Gujans, et on aura l'occasion de se revoir. Mais c'est étrange parce que je vous parle à tous les deux. Il y a quelqu'un en face de vous ou c'est juste enregistré? Non, Ah bon, d'accord. Parce que j'ai l'impression de parler à deux personnes. Ouais, je m'en doutais un peu, mais bon, comme j'entends des personnes, je me demandais si on était juste tous les trois. D'accord. Merci beaucoup. Merci Merci à vous, merci infiniment. Et bon salon. Au revoir.